Finalement, bon, pour les personnes qui sont assez habituées, on va dire, à la littérature eurocritique, donc la première partie finalement reprend voilà des choses qui sont assez connues de critique de l'Union européenne et de l'euro, même si effectivement vous avez remarqué que j'insiste pour ne pas chercher à reporter la faute sur les Allemands ou sur les Américains et vraiment dire il y a un problème avec l'oligarchie française et avec la classe dominante française. Et de même dans la deuxième partie, voilà, quand je remets en cause l'idée européenne, c'est vraiment pour montrer en fait que cette idée européenne est une idée de classe qui vient des classes dirigeantes, de l'oligarchie, qui vient aussi de la petite bourgeoisie éclairée. Et donc vraiment, j'insiste pour que en fait la lutte contre l'Union européenne soit l'occasion d'un travail d'introspection. C'est pas de chercher des causes extérieures, des boucs émissaires extérieurs, mais faire un travail d'introspection. Et donc dans cette troisième partie, c'est la question de l'Europe comme rapport de domination raciste. Et donc sur cette partie-là, donc voilà, j'ai une dette intellectuelle envers Sonia, je dois le dire, donc qui m'a éclairé en fait sur le fait que dire que, comme je l'ai dit en deuxième partie, qu'il y a une instrumentalisation du discours antiraciste par les classes dominantes, ne veut pas dire pour autant qu'il faille nier l'existence d'un racisme structurel dans nos sociétés. Et donc c'est ce que j'essaie de montrer dans cette troisième partie, donc de montrer en fait comment dans l'idée européenne on retrouve structurellement un racisme et un colonialisme, et comment dire cela, une fois encore, je le redirai à chaque fois et je le redirai autant de fois que nécessaire, dire cela n'est pas exonérer nos oligarchies nationales de leur responsabilité dans le racisme et dans le colonialisme, mais au contraire montrer la continuité, et montrer comment, en se disant européennes, elles essaient de s'exonérer de leur propre racisme et de leur propre colonialisme, qu'elles voudraient circonscrire au champ de l'extrême droite, et elles voudraient faire croire que ça serait limité à l'extrême droite, sans comprendre que c'est quelque chose de beaucoup plus large dans la société. Donc je commence par reprendre l'historique en fait de l'idée européenne et de l'universalisme européen, donc en me basant notamment sur l'ouvrage d'Immanuel Wallerstein, donc qui remonte au XVIe siècle et qui montre en fait comment l'Europe se définit comme un espace de civilisation qui s'opposerait, donc de civilisation supérieure, qui s'opposerait à d'autres civilisations jugées comme inférieures, mais considérées comme étant des rivaux potentiels. Donc déjà l'Empire ottoman, déjà la Chine, en fait on retrouve déjà ces idées-là en fait de civilisation supérieure qui s'opposerait à d'autres civilisations, et surtout de civilisation supérieure qui aurait des droits sur les espaces considérés comme des espaces non civilisés. Et donc c'est l'invention du concept de barbarie, où en fait on considère que certains peuples ne sont pas civilisés, sont barbares, et donc l'Europe aurait des droits sur eux, et donc vous connaissez cette histoire où les Européens arrivent et exterminent les Indiens en Amérique, et les remplace en quelque sorte par les esclaves noirs et par la traite négrière. Et donc cette histoire-là, finalement, elle est connue, mais là encore, on a tendance à dire c'est les Américains, c'est les États-Unis, mais en fait, c'est un projet européen. Le colonialisme est issu de l'Europe. De la même manière aussi, ça on en a parlé il y a quelque temps, en fait, que le projet de colonisation de la Palestine et le sionisme est un projet européen et qui se comprend dans le cadre de l'histoire européenne. Alors, pour comprendre cette persistance, en fait, donc ma thèse, c'est que ce racisme et ce colonialisme qui était à l'origine de l'idée européenne, en fait, persistent encore aujourd'hui, sous des formes plus masquées, plus atténuées, mais qui sont toujours présentes. Et donc, pour comprendre ces persistances, donc j'ai essayé de distinguer trois types de formes que peuvent prendre ce racisme et ce colonialisme, et donc de les distinguer analytiquement, car elles ne mettent pas en jeu les mêmes acteurs, et que parfois il y a des confusions dans l'emploi de ces termes. Donc tout d'abord, il y a le racisme finalement que tout le monde connaît, qui est le premier qui vient à l'esprit, qui est celui assimilé à l'extrême droite, ce que je qualifie de racisme réactionnaire. Et le terme réactionnaire est important parce que, alors bon, ça c'est des analyses qu'il faudrait affiner, mais parfois un racisme aussi qui se développe en réaction et comme une sorte de frustration à une misère sociale, même si ce n'est pas le seul facteur. Et j'analyse le fait qui commence à être vu de plus en plus, notamment un article récent de Chloé Ridel,
qui est sorti sur la fondation Jean Jaurès, donc on ne peut pas soupçonner d'euroscepticisme, en fait, qui montre comment l'idée européenne est en train d'être totalement récupérée par l'extrême droite. Et l'idée d'Europe comme civilisation, qui pendant longtemps on a eu l'idée que l'idée d'Europe s'opposait aux dérives identitaires, en fait, l'idée d'Europe possède en elle-même un contenu identitaire, donc du fait de cette histoire très chargée. Et en fait, on a un racisme européen, un euro-identitarisme qui est en train de se forger, et qui explique aussi que l'une des raisons pour lesquelles, vous voyez, les partis d'extrême droite ne remettent plus en cause la construction européenne. Car, comme le dit Marine Le Pen, maintenant qu'il y a Salvini, maintenant qu'il y a Orban, maintenant que nos idées sont en train de devenir hégémoniques à l'échelle européenne, en fait, on n'a pas de raison de quitter cette construction. Nous, ce qui peut leur poser problème, c'était l'ouverture migratoire. Alors déjà, j'ai déjà expliqué qu'en fait, cette ouverture, elle est très relative et très contestée. Et maintenant, vous avez vu que, en fait, c'est clair pour tout le monde qu'on peut réformer l'espace Schengen. Donc, Macron parle de réformer l'espace Schengen. L'espace Schengen peut être facilement suspendu. Donc, en fait, clairement, ça fait pas partie des prérequis pour l'Europe. Et donc, il y a vraiment un racisme européen qui est en train de se développer à l'extrême droite. Mais ne voir que ça, comme j'essaie de l'expliquer, en fait, ne focaliser que sur ce type de racisme, c'est ne pas voir en fait le piège qu'on nous tend, qui est que on voit donc toujours cette idée finalement de le racisme qui viendrait d'en bas, qui viendrait des basses pulsions du peuple, sans voir en fait qu'il s'agit de phénomènes qui viennent d'en haut. Il s'agit de discours dominants, il s'agit de discours de responsables politiques, il s'agit de discours de responsables médiatiques. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Du coup, je catégorise aussi un autre type de racisme que je qualifie de racisme de bonne conscience, en fait, dans lequel finalement des bonnes consciences qui s'auto-perçoivent comme progressistes ou éclairés ont l'impression d'avoir fait le travail de l'antiracisme finalement en dénonçant l'extrême droite, mais sans se rendre compte qu'elles-mêmes participent aux causes de la montée de l'extrême droite et de la montée du racisme. Et donc là, je pense, je pense par exemple quelqu'un comme Macron. Certains ont vu à tort en lui quelqu'un de progressiste qui ferait barrage à Marine Le Pen, et en fait, il fait passer la loi asile-immigration. Et en fait, des exemples comme ça, on peut les multiplier. Donc en fait, ce racisme de bonne conscience, c'est de considérer qu'une fois qu'on a dénoncé l'extrême droite, on aurait un brevet, et en fait, sans comprendre les causes, et sans comprendre que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Mais là encore, en fait, ce que je montre, c'est qu'en fait, ces formes de racisme, en fait, sont en train de muter. Donc là, dire un racisme plutôt de bonne conscience, en fait, on arrive à une autre forme de racisme qui est en train de se développer ces dernières années, un racisme néoconservateur et un racisme à rhétorique universaliste qui va reprendre une rhétorique pour les droits de l'homme, mais en fait, en l'appliquant et en l'instrumentalisant pour dénoncer. Alors, l'exemple que je prends qui est le plus frappant aujourd'hui, c'est pour dénoncer les musulmans qui vont être accusés. Donc là, je m'appuie par exemple sur le discours d'un Manuel Valls, donc quelqu'un qui vient d'un logiciel progressiste, quelqu'un qui vient de la gauche, comme beaucoup de néoconservateurs, et qui finalement, le reproche qu'il faisait aux classes populaires d'être des beaufs attachés à leurs traditions, racistes, sexistes, homophobes, à un moment donné, il y a un retournement où il va leur dire, finalement, il y a plus raciste que vous, il y a plus antisémite que vous, il y a plus sexiste que vous, il y a plus homophobe que vous, c'est les gens dans les banlieues, c'est les Arabes et les Noirs. Et donc, c'est ce discours, en fait, ce retournement néoconservateur qu'il faut réussir à comprendre. Et en fait, c'est vraiment dans l'actualité brûlante. C'est comment, en fait, le système déploie un racisme et crée une figure de l'ennemi intérieur musulman. Mais l'argument qu'on va lui reprocher, ça va être des arguments, on va lui reprocher d'être insuffisamment progressiste, insuffisamment éclairé, et en fait, en creux, d'être insuffisamment européen. Et ce racisme vient d'en haut. Et c'est une sorte de nouveau consensus libéral néoconservateur, c'est-à-dire des gouvernants, alors en France, mais également dans toute l'Europe. Je prends l'exemple dans mon livre des sociodémocrates danois, donc qui à la fois appliquent une politique économique libérale et qui croient compenser, dans leur tête qui compensent, en ayant un discours conservateur et néoconservateur, dans lequel ce serait ce qu'ils appellent l'immigration non occidentale ou l'immigration non européenne qui poserait problème dans nos sociétés. Donc,
Ensuite, je fais une partie où je me concentre spécifiquement sur la question de l'islamophobie. Donc là, je pars notamment de réflexions d'Emmanuel Todd dans son livre Sociologie d'une crise religieuse qui est Charlie. Et également, donc dedans, en fait, Emmanuel Todd défend la thèse que l'avancement dans la construction européenne s'accompagnerait d'une montée de l'islamophobie. Et également, dans le livre Islamophobie d'Abdelali Hajat et Marwan Mohamed, donc le livre qui défend la thèse que les élites françaises fabriquent le problème musulman. Et à un moment donné, en fait, cite Shlomo Sand qui émet cette hypothèse que de la même manière, donc il fait une analogie, dit de la même manière qu'à la fin du XIXe siècle, les États-nations en Europe, pour se constituer dans leur identité, ont eu tendance à se créer un ennemi intérieur qui était le juif. Aujourd'hui, l'Europe, pour se constituer, aurait besoin de se créer un nouvel ennemi intérieur qui serait le musulman. Alors je parle de ces analyses, mais je les reprends pas telles quelles. Je montre simplement que ce sont des idées voilà, qui sont dans l'air et qui sont de plus en plus en train de se développer. Alors j'appuie notamment sur cette idée en fait que il y a cette idée du choc des civilisations qui a complètement pénétré les esprits, mais dès qu'on creuse un peu, on se rend compte qu'elle est totalement fausse. Elle est totalement fausse car les monarchies du Golfe sont les alliés des Occidentaux, sont les alliés des Européens, sont les alliés des États-Unis. Évidemment. Et donc il y a ce terme fourre-tout, le terme d'islamisme, où on a l'impression que tout le monde ferait ce terme fourre-tout d'islamisme, en fait, je l'interroge car c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus dans les médias dominants, et dans lequel on regroupe dans la même catégorie des conservateurs religieux, des terroristes et des personnes qui n'ont rien à voir. Et finalement, je pose la question, est-ce que ce terme et est-ce que cette manière de faire ne sert pas finalement à exonérer les véritables responsables? Donc quand on voit par exemple que au Yémen, les États-Unis et la France sont du côté des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite qui financent sur place Al-Qaïda dans la péninsule arabique, qui est responsable des attentats de Charlie Hebdo. Donc dans mon livre, voilà, je fais des critiques sur la ligne éditoriale de Charlie Hebdo, notamment la ligne éditoriale de Philippe Val, que je prends comme étant représentative de ce nouveau consensus, mais il n'empêche que c'est quand même complètement fou qu'après tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a entendu autour des attentats de Charlie Hebdo, on ne soit pas capable de dire clairement que la France devrait rompre ses relations avec les monarchies du Golfe et avec les soutiens d'Al-Qaïda au Yémen. Enfin, on vit quelque chose de complètement fou. Et je donnais aussi l'exemple, celui qui est assez drôle, où Marine Le Pen fait un voyage aux Émirats arabes unis, et donc va aux Émirats arabes unis en disant les Émirats arabes unis mènent une lutte contre l'islamisme et donc ce sont nos soutiens. Enfin, et là, ça montre en fait comment le terme d'islamisme finalement sert à exonérer les principaux responsables, les wahhabites ou les djihadistes, les monarchies du Golfe, dans un espèce de flou où à la place on va embêter des personnes parce qu'elles pratiquent leur religion et se retrouvent accusées de lien avec le terrorisme. Et donc voilà, je reprends donc cette idée en fait que cette oligarchie européiste, ce sont les mêmes personnes qui nous donnent des leçons en permanence d'antiracisme, mais qui en fait elles-mêmes ont des discours, des pratiques excluantes et donc racistes. Et qu'il y a cet héritage colonial, ça vient du passé colonial, et donc je prends l'exemple. Donc voilà, là encore j'insiste sur l'idée de regarder en face son passé et ses propres histoires. Et donc j'étudie donc dans mon livre l'histoire de la colonisation française en Algérie. Donc on a dans la salle des spécialistes de la question et de voir en fait que ce que fait la France en Algérie, donc tout d'abord elle rompt avec l'idée qui nous est présentée comme étant la conception française de la nation, mais elle n'est pas appliquée en Algérie, puisque en Algérie, il y a différence des droits et il y a ségrégation en fonction de l'origine des uns et des autres. Mais comme la France doit quand même dire qu'ils sont tous français, tout en leur donnant des droits différents, il faut inventer des nouvelles catégories pour les distinguer. Et quelles sont les catégories juridiques inventées par la France? Eh ben, ceux qui sont considérés comme étant du côté de la France vont être qualifiés d'Européens. On ne peut pas les qualifier de Français puisque tout le monde est censé être Français, donc on va les qualifier de Français européens.
Et les autres, les anciens indigènes, on va les qualifier de Français musulmans. Et donc ce terme de musulman, ici en fait ne désigne pas la pratique d'une religion, mais désigne une catégorie juridique qui est utilisée pour exclure une partie des personnes sur ce territoire. Et on voit finalement que cet imaginaire européen contre musulman, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute l'histoire des pays européens, et c'est quelque chose de structurant, et c'est quelque chose qu'il faut interroger et qu'il faut questionner. Donc, à vos questions. Tout d'abord, merci à Ramzy pour ce beau livre qu'il faudra faire circuler tous collectivement, parce que je sais que faire un livre, c'est déjà énorme. Le faire circuler, c'est quelque chose aussi de très compliqué, d'autant plus que lorsqu'il est abordé un certain nombre de questions, comme il vient d'être soulevé, on ne peut pas compter sur la presse bourgeoise pour le faire circuler. Donc ça, c'est la première des choses que je voulais dire. La deuxième chose qui me semble importante dans ce que je viens d'entendre, et je vais donc lire attentivement le livre, c'est la question de, si on se pose basiquement la question, puisqu'il va y avoir des échéances bientôt, etc., et on voit une chronique d'une abstention massive annoncée, et puis de quelques heureux élus qui vont qu'on nous présente comme les gagnants selon les fameux sondages, bien que je ne crois pas beaucoup aux sondages, dans la mesure qu'il y a un monsieur qui s'appelle Patrick Champagne qui a fait un livre là-dessus, qui s'appelle « Faire l'opinion », où finalement l'opinion publique est fabriquée. Il explique ça très très bien. Quand on veut que ça aille dans un sens, on fabrique des choses. Moi, la question en tant que citoyen que je me pose là aujourd'hui, c'est, et merci pour ce livre encore une fois, qui va être une force de frappe pour pouvoir argumenter, mais je me dis, mais quels sont les leviers finalement? Comment est-ce qu'on peut finalement amener à avoir des outils qui vont nous permettre auprès des catégories populaires qui sont globalement dégoûtées de la politique, en retrait, tous ceux sur qui on peut compter pour que, j'allais dire, pour changer un peu les choses. Et là, on est dans une grande difficulté parce que on a eu 2005, on a eu les traités. En fait, globalement, il y a une sacralisation de la chose qui fait que on nous met dans un système d'impuissance. Donc ça, c'est une vraie difficulté là-dessus. Moi, je pensais quand même à une chose beaucoup plus il me semble qu'elle n'a pas été abordée jusqu'à présent, c'est la question de la démocratie. Parce qu'il me semble important de l'aborder, cette question de la démocratie. Au fond, est-ce que cette Europe, elle est réellement démocratique? Or, on voit bien que elle est consubstantiellement antidémocratique. Quand on fait un peu d'histoire, le monsieur tout à l'heure, il a frôlé quelque chose d'intéressant, c'est la question de comment les choses ont été amenées, notamment avec Jean Monnet. Jean Monnet, c'est qui? C'est le mec qui vend du cognac, qui est l'homme des États-Unis, qui dès le départ, les choses étaient fixées, et quand on retrouve un peu les livres d'histoire, on s'aperçoit que Jean Monnet et toute son équipe, et jusqu'à aujourd'hui, ceux qui devaient primer, c'est les technocrates et non pas les élus du peuple. Et ça, c'est quelque chose d'une dimension très importante. C'est la raison pour laquelle, dans la hiérarchie des normes, notamment les commissaires pèsent plus lourd que nos parlementaires. Vous voyez bien qu'il y a le Conseil de l'Europe, enfin je vais pas rentrer dans les détails là, mais vous connaissez un peu tous comment fonctionne l'Europe, j'imagine, mais vous avez le Conseil de l'Europe, le machin, etc. Mais finalement, le Parlement, au bout du bout, c'est quand même la Commission qui suggère un certain nombre de choses, etc. Et donc ceux qui tirent les ficelles, c'est les commissaires. Donc finalement, c'est qui ces commissaires? Ils n'ont pas été élus par nous, on le sait. Donc c'est cette dimension, il me semble que un des leviers importants, c'est cette dimension de l'action démocratique. De dire que finalement, loin de là, est historiquement consubstantiel antidémocratique. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit sur la fabrique en même temps, qui me paraît scandaleux, du eux et du nous. Le fameux eux et du nous, et Israël comme allié intégré par je ne sais quel processus démocratique,
Je sais pas comment ils ont fait, mais qu'est-ce que ça a à voir Israël? Pourquoi il n'est pas dans l'Europe? Parce que je sache, etc. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose d'éminemment violent qui se met dans les préparatifs d'alliances de guerre, etc., etc., la dimension de la concurrence, etc. Mais moi, je retiendrai simplement, si demain je me balade dans les quartiers populaires et je me dis, mais par quel bout je prends le truc, ou dans d'autres lieux où je peux à peu près argumenter. Pour l'instant, j'ai aucune liste qui me propose quelque chose qui me satisfasse. Je n'en vois pas, pour ne rien vous cacher. Mais au moins, en tant que citoyen, si je devais apporter, comment dirais-je, un fil d'éducation populaire, au moins pour le terme d'éclairage, c'est de dire que cette fumisterie totale de l'acte démocratique n'existe pas à l'heure actuelle. Donc effectivement, la question démocratique, c'est plus dans la quatrième partie. Donc, parce que j'ai essayé de montrer, en fait, c'est que c'est pas seulement l'Union européenne, les institutions européennes qui sont antidémocratiques ou adémocratiques. C'est le principe même de se dire, on va prendre des décisions à 28 ou même 6 peuples différents. En fait, c'est ça qui est fondamentalement antidémocratique. Et donc, il faut toujours argumenter. Ce que j'argumente, c'est sur le fait que la démocratie, actuellement, c'est à l'échelle de l'État-nation. Parce que même si le Parlement européen avait tout pouvoir, et ben, même si ce Parlement européen était élu très démocratiquement, et si à un moment donné, par exemple, il décide très démocratiquement de mener une politique étrangère dans l'OTAN aussi, il décide très démocratiquement de mettre le niveau de l'euro à un niveau qui correspond plus aux pays du Nord ou à l'Allemagne, pourquoi en fait, on devrait se soumettre ? C'est ça, en fait, c'est que même si les décisions étaient prises par voie électorale de manière primaire, ce qui n'est pas le cas actuellement, en fait, pourquoi un peuple qui n'est pas d'accord, qui trouve que cette norme va contre ses intérêts, contre sa volonté, en fait, donc il peut pas y avoir, pour moi, actuellement, de démocratie à une échelle supranationale. Et donc, voilà, moi je rentrerai pas du tout dans les débats sur les élections, simplement je pense que les élections européennes, c'est le moment où les gens s'intéressent à l'Europe, c'est les moments où les gens se prennent beaucoup d'Europe dans la figure, parce qu'on parle d'Europe à tire-larigot, vous avez vu la lettre de Macron, et que c'est très important, voilà, de dire, de toute façon, l'Union européenne, vous n'arrivez pas à la changer. L'idée même de dire on va attendre les autres pour mener une politique écologique, pour mener une politique sociale, ça n'a pas de sens. L'idée même d'un privilège européen, ça n'a pas de sens. Et méfiez-vous que ces discours européens, qui se prétendent des discours humanistes, qui se prétendent des discours d'ouverture, sont peut-être en fait des discours extrêmement racistes et extrêmement colonialistes, de manière implicite. Alors moi je voudrais enchaîner sur ce qui a été dit tout à l'heure avec Jean Monnet. Il y a un autre courant, encore qu'il est un peu lié, dans les fondateurs de l'Europe, c'est le courant Cato. Faut pas l'oublier. En France, c'est Robert Schuman. Attention, il y a un procès en vue de sa béatification, et naturellement la béatification après c'est la canonisation. Il y a Gasperi en Italie, il y a je sais plus comment il s'appelait déjà en Belgique, et donc il y a un soutien du Vatican très fort, quel que soit le pape, y compris le pape actuel, naturellement, bien qu'il ait beaucoup de qualités. Il y a un courant au Vatican qui est très pro-européen, tel qu'est l'Europe. Telle qu'est l'Europe. Ça, il faut le souligner, et vous savez qu'il y a eu une querelle en disant que l'histoire des étoiles, là, du drapeau européen, c'était les étoiles qui entouraient la Vierge, là, bon, voilà. Mais je voulais qu'on ne parle pas uniquement de la dimension économique, parce qu'il y a une autre dimension, et qui a de l'influence quand même sur un certain nombre d'électeurs en Europe. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas que la dimension économique, il y a aussi la dimension culturelle et identitaire, et c'est très important, parce que certaines personnes, de bonne foi, quand elles parlent d'Europe, elles parlent d'un continent. Mais en fait, quand vous regardez bien, dans les discours dominants, quand on nous parle d'Europe et des Européens, on ne parle pas des habitants de ce continent, on parle d'une civilisation chrétienne. Alors que quand on regarde l'historique, par exemple l'historique de l'Espagne, l'historique des Balkans, de plusieurs
pays qui sont dans le continent européen, c'est un héritage multiculturel. Alors, on a rajouté, maintenant on parle d'héritage judéo-chrétien pour faire bien, mais pendant longtemps, voilà, c'était héritage chrétien. Et en fait, il y a aussi beaucoup d'autres traditions. Et donc, quand on parle d'Européens aujourd'hui, c'est vraiment une dimension identitaire et non territoriale, contrairement à la promesse qui avait été faite. Et ça, c'est ça que je développerai dans la prochaine partie. On nous avait fait la promesse d'un ensemble territorial qui serait régi par les droits de l'homme et où les différentes communautés et cultures pourraient coexister. Mais en fait, même ça, c'est mensonger dans l'idée européenne. Donc, je vais donner la parole. C'était juste pour dire que Nathanaël nous a gentiment est allé prendre une batterie. Donc c'est bon, il n'y a plus de problème de batterie. Donc on n'est plus obligé de se presser. Tout le monde pourra parler. Et donc, Vicente. Oui, bien. En fait, je partage l'avis de notre ami sur l'importance de la dimension démocratique qui tu vas aborder dans la quatrième partie. Mais pour rentrer dans la quatrième partie, je crois que, en tout cas les parties que j'ai lues de ton livre, tu soulignes plus que le caractère oligarchique de l'Europe, son caractère de classe. Mais, comme disait Fouzia, c'est la dimension plus précise peut-être c'est son caractère impérial, puisque la classe bourgeoise est, même aujourd'hui encore plus, très différenciée. Et à l'intérieur de l'Europe, c'est pas la classe bourgeoise en général qui détermine la politique européenne, mais plutôt des groupes très sélectifs, très faciles d'identifier, et qui sont ceux qui déterminent donc sa dimension impériale, et non pas seulement comme Europe, mais dans des rapports d'intérêt de ces petits groupes réduits à l'échelle mondiale. Mais de toute l'analyse que tu as apportée, il me semble que la difficulté se trouve sur des notions que je crois que sont un peu faibles. Sauf aujourd'hui qu'on a la joie d'avoir les gilets jaunes en France, la dimension des communautés politiques. Je crois qu'on est encore, et c'est ce que je ressens en tout cas, dans une compréhension des processus politiques assez vieillie et caduque. La notion des nations, en particulier dans la dimension factique comme communauté politique, sauf si comme je dis bien, les mouvements des Gilets jaunes. C'est une communauté politique en phase de construction, mais dans les élections ou dans les systèmes politiques, ou en 2005 exceptionnellement, mais dans un processus électoral. Vous me comprenez? Et un processus de consultation, de référendum qui a été frustré et qui n'a pas été capable de se constituer en classe, en communauté politique. Vous me comprenez? Et d'ailleurs, il y a un problème aussi de compréhension des processus. C'est très intéressant les analyses, mais par exemple, tu qualifies l'Europe que tu as étudiée comme communautaire. Mais en fait, c'est pas une communauté. Donc, et pourquoi unitaire? Plutôt peut-être mieux, non? Puisqu'elle s'appelle Union européenne. Cette Europe que tu analyses et que tu étudies. Donc, je crois que pour faire synthétiquement, les notions de communauté politique, il faudrait plus la creuser, voir quelle est la communauté politique qui peut être agissante au niveau et structurante à l'intérieur de la France, par exemple, pour pouvoir construire un peuple, être un peuple, et non pas de façon vague comme nation seulement. Oui, bah, donc justement, tu fais bien la transition avant ma part critique. Donc je fais juste deux précisions. Donc sur l'emploi de l'adjectif communautaire, donc ce que j'expliquais au début, en fait, c'est juste comme je veux critiquer la notion européenne en général, pour pas le faire dès le départ, j'ai insisté sur le fait que ce qu'on appelle l'Union européenne, en fait, on peut contester son caractère européen. Et donc, j'ai simplement employé l'adjectif communautaire, qui est un adjectif qui est employé couramment dans la littérature quand on veut désigner ces institutions-là sans employer le mot européen.
Mais il faut surtout pas y voir l'idée d'une communauté politique, en tout cas communauté des populations. Par contre, il y a bien communauté des oligarchies. Et donc là, bon là, j'ai pas trop détaillé, mais en fait dans mon livre, voilà, je précise ce que j'appelle l'oligarchie, qui est vraiment les oligarques, les dominants en tant que tels, de la bourgeoisie, qui est une classe plus large, qui est une classe qui se, en tout cas telle que j'étudie, donc là en reprenant notamment les analyses de Lordon, en fait, à laquelle surtout on peut reprocher de ne pas voir et de ne pas agir face aux politiques sociales qui sont menées, notamment du fait de son attachement à l'Europe. Donc il y a plutôt une tripartition entre une classe dominante en tant que telle, qui est, et effectivement, tu as dit aussi, Chenta a tout à fait raison, et qui est aussi impérialiste. Là, j'ai pas suffisamment insisté dessus, mais je montre aussi que la prospérité de l'Europe, elle se fait sur le dos des pays africains auxquels on impose des accords de libre-échange, auxquels on impose la monnaie. Et un des ouvrages qui m'a inspiré, et que je cite notamment dans la 4e partie, c'est celui de Samir Amin, sur la souveraineté au service des peuples, et aussi les analyses de Samir Amin qui montrent que ce qu'on appelle, dans le langage courant et dominant, le sous-développement d'une partie du monde, en fait, ce n'est pas un sous-développement, c'est un processus de polarisation dans lequel la prospérité du cœur se fait au détriment des périphéries. Et donc, il y a exploitation et qui avole. Et donc, ça, effectivement, j'en parle, alors peut-être pas suffisamment à Togo, mais j'en parle, j'essaie de développer. Et je distingue donc cette classe oligarchique qui a les pouvoirs d'une bourgeoisie qui serait plutôt en position attentiste, ou voire qui soutiendrait par défaut cette oligarchie, donc qui irait toujours voter Macron à la fin pour faire barrage à l'extrême droite, ou pour rester dans l'Europe, et qui ne voit pas en fait le massacre social qui est en train de se provoquer, et les répercussions qu'il a. Et peut-être là, heureusement, la séquence des Gilets jaunes peut commencer à réveiller certaines consciences dans la bourgeoisie. Et j'insiste aussi dans mon livre que quand on parle d'un problème d'aliénation ou de manque de conscience dans la population, c'est plutôt un manque de conscience dans la bourgeoisie, chez les personnes qui sont éduquées, chez les personnes qui ont les moyens de parler dans les médias, qui ont les moyens d'écrire des livres, donc je m'inclus aussi dedans, c'est que automatiquement on est moins conscient parce on souffre pas directement, on n'est pas les plus exploités, on n'est pas les plus souffrants, et donc c'est nous en fait qui sommes moins conscients que ces personnes-là. Et donc dire que ça serait la population, alors, ce qu'on entend moins maintenant. Mais avant les Gilets jaunes, on entendait que la population était résignée, que c'était un peu plus de moutons, des choses comme ça. Et en fait, ce sont des analyses totalement fausses et qu'il a encore des notes d'un mépris de classe. Encore une dernière question avant la partie 4. Du coup. Alors, je me demande si c'est le bon moment sur les politiques internationales, c'est peut-être parce que là, la prochaine partie, c'est sur la nation, c'est ça? Sur la nation, ok. Moi, j'avais plusieurs constats auxquels j'avais réfléchi. Le premier, c'était que, en fait, l'Union européenne ne permettait pas non plus aux peuples européens de collaborer entre eux, parce qu'il faut toujours passer par les directives européennes, par la loi européenne, qui finalement ne permet pas des collaborations, mais qui ne permet qu'une vue de loi de la concurrence. Je crois que tous les traités qu'on peut signer, on n'est plus maître des traités qu'on signe, c'est l'Union européenne qui les signe. Donc voilà, c'était la première question. Est-ce qu'on ne pourrait pas mieux collaborer avec les pays européens en dehors de cette institution supranationale? Premier point. Et le second point, quelle politique internationale le fait de quitter l'Europe pourrait nous permettre? Toi, je sais que tu parles par exemple de collaboration plus proche avec les pays de la Méditerranée, du sud de la Méditerranée. On pourrait aussi voir les pays de la francophonie. Alors effectivement, on serait peut-être encore dans une logique coloniale, mais justement, comment engager une politique décoloniale dans ce contexte-là? Du coup, en fait, ma question, c'est plutôt toi, quelle vision de la politique étrangère française tu as? Voilà, donc, alors juste pour revenir sur ce que tu as dit au début, parce qu'en fait, c'est vrai que on a en fait un biais de te dire, voilà, effectivement, les traités nous imposent ceci, nous imposent cela, mais en fait, de manière générale, en fait, dès qu'on veut se forcer à faire un projet fédéral avec d'autres pays, c'est logique, en fait, finalement, qu'on doive abandonner des pans entiers de souveraineté. C'est pas seulement des directives ou des règles qu'on pourrait changer dans l'Union européenne. C'est une logique de système. Si on veut faire des choses communes avec d'autres pays, de devoir les consulter avant de faire quoi que ce soit. Ce qui, selon moi, est une absurdité. Que ces pays soient européens ou non. Et donc, pour moi, les coopérations internationales, donc ça, c'est des points. Je me suis notamment inspiré donc d'Aurélien Bernier, de son ouvrage La démondialisation ou le chaos, dans lequel il précise quelle forme pourraient prendre les coopérations internationales et quelle forme pourraient prendre les coopérations internationales de la France avec ses anciennes colonies. Le fait que ce sont des pays où ce sont des entreprises françaises qui exploitent les richesses,
Aurélien Barnier propose carrément en fait de laisser ces entreprises à disposition de ces pays, que ces pays puissent les réquisitionner et puissent les utiliser à leur service. Mais pour moi, en fait, avant même de faire la coopération internationale, la première idée, en fait, c'est de dire il faut cesser de piller les autres. C'est-à-dire, avant même de dire on va aider les autres, cessons déjà de les piller. Et c'est pour ça parfois, donc on dit ceux qui veulent sortir de l'Union européenne seraient dans le repli national. Mais si repli, ça signifie simplement arrêter de s'ingérer ailleurs, de fourrer notre nez dans toutes les affaires extérieures, de vouloir imposer des politiques économiques aux autres, en fait, déjà, ça serait un progrès par rapport à la situation actuelle. Donc, la première idée, c'est de dire que ce qui est internationaliste, c'est pas d'arriver et de dire on va changer le monde et on va proposer aux autres pays un super projet, c'est d'abord de dire nous, on va faire quelque chose, on va arrêter de vous imposer quoi que ce soit, et si vous le souhaitez, si vous en êtes d'accord, on va coopérer. Et donc, en fait, évidemment, t'as parfaitement raison de dire que les alliances privilégiées, c'est le Maghreb, c'est l'Europe du Sud, c'est la francophonie. Mais il se pourrait aussi très bien qu'un de ces pays dise, bah non, voilà, on a déjà coopéré avec vous pendant des décennies, c'était pas notre avantage. Voilà, on va prendre un peu de champ, un peu d'indépendance, comme voilà la Guinée en son temps avait refusé de rester sous la tutelle française. Et donc, on va prendre un peu de champ et puis on reviendra plus tard pour des coopérations sur un pied d'égalité, d'égal à égal. Et donc en sortant de ce complexe de supériorité européen.